Bismillahirrahmanirrahim. Donc nous allons parler du sommeil normal. Il y a plusieurs définitions du sommeil. La définition comportementale qui comporte des critères comportementaux. Ces critères incluent comme un manque de mobilité ou avec mobilité légère ou réduite, avec des yeux fermés, une posture de sommeil spécifique à l'espèce. Donc là, on ne parle pas uniquement de l'homme, mais aussi des animaux aussi. Une diminution de la réponse à la stimulation externe, une certaine puissance avec un temps de réaction qui est allongé, avec un seuil d'excitation qui est élevé, avec une atteinte des fonctions cognitives, et c'est un état d'inconscience qui est réversible. Donc c'est essentiellement les critères comportementaux du sommeil. Il y a une autre définition qui inclut des critères physiologiques, ceci on va le voir par la suite lorsqu'on va parler de la polysomnographie et de l'architecture et des stades du sommeil. Ces critères physiologiques sont basés sur les données de l'électroencéphalogramme, de l'électrooculogramme, de l'électromyogramme et d'autres changements physiologiques qui accompagnent le sommeil au niveau de la ventilation et de la circulation sanguine. Dans ce tableau, on résume ces critères physiologiques et comportementaux de l'alternance veille-sommeil. Donc, dans la première colonne, on a les critères qui sont analysés. Si on voit dans l'état d'éveil, donc la posture dans l'état d'éveil, on peut être debout, assis ou allongé. Par contre, lorsqu'on veut dormir, souvent c'est la position allongée, aussi bien dans le sommeil non-REM que dans le sommeil REM. Le sommeil REM, ça veut dire le sommeil paradoxal. Le sommeil non-REM, c'est le sommeil long. Et puis vous avez la mobilité qui est normale lorsqu'on est éveillé. Elle devient légèrement réduite jusqu'à un état d'immobilité avec la possibilité de changer de position dans le sommeil non-REM. Dans le sommeil paradoxal, on bouge peu, voire on est immobile. On peut présenter parfois des petites myocolonies qui traduisent le phénomène phasique du sommeil paradoxal. Pour la réponse à la stimulation, Elle est normale lorsqu'on est éveillé, donc on répond aux différentes stimulations sensorielles. la réduction de la réponse à la stimulation est légère à modérée au cours du sommeil non-REM. Elle est modérée et parfois on ne répond pas du tout au cours du sommeil paradoxal. Concernant le niveau de vigilance, la vigilance elle est maximale quand on est éveillé. Au cours du sommeil lent et du sommeil paradoxal, on est totalement inconscient. Mais cet état d'inconscience est réversible. Pour les paupières, elles sont ouvertes lorsqu'on est éveillé, et bien sûr elles sont fermées lorsqu'on est dans le sommeil lent ou dans le sommeil paradoxal. Pour le mouvement des yeux, donc il y a les mouvements volontaires et les mouvements involontaires qu'on peut faire au cours de l'éveil. Au cours du sommeil lent, lorsque les yeux vont bouger, elles vont présenter des mouvements très lents qui ressemblent à des mouvements de roulement ou appelés aussi des mouvements de lecture. Le sommeil paradoxal présente les mouvements caractéristiques de ce stade et pour lesquels il présente ce nom de stade de mouvement oculaire rapide en anglais. Ce sont des mouvements oculaires saccadés et qui vont se répéter et qui correspondent au phénomène phasique du sommeil paradoxal. L'analyse objective du sommeil repose sur l'analyse de l'activité électrique cérébrale, électromyographique et l'activité électrique et de mouvement oculaire des yeux. L'activité électrique cérébrale au cours de l'éveil va se traduire par des ondes alpha avec une fréquence entre 8 et 12 Hz et avec un tracé qu'on qualifie de tracé désynchronisé. Cette activité de rythme alpha n'est notée que lorsqu'on a les yeux fermés. Mais lorsqu'on a les yeux ouverts, l'activité électrique est plus accélérée avec une fréquence bêta voire gamma. Mais dès qu'on entre dans le sommeil, le tracé devient synchronisé dans le sommeil non-REM, donc le sommeil lent, avec une prédominance des ondes Delta. qui atteignent 100% du tracé dans le stade 4 du sommeil.
Et puis dans le sommeil paradoxal, on a une fréquence mixte avec tendance à un mélange de fréquences alpha et θ. On peut noter certains aspects particuliers tels que les dents de scie et le tracé est dit désynchronisé. Dans l'électromyogramme qui analyse le tonus musculaire, le tonus il est normal, donc il y a une certaine activité tonique au cours de l'éveil. Par contre, dès qu'on entre le sommeil, donc il y a une réduction de ce tonus de base. Et dans le sommeil non-REM, il y a pratiquement une atonie au cours du sommeil paradoxal. Pour l'électroencéphalogramme, il y a les mouvements des yeux d'éveil, donc qui sont volontaires ou involontaires, et les mouvements lents ou sommeil non-REM. Par contre, les mouvements rapides des yeux, c'est les mouvements caractéristiques du sommeil paradoxal. C'est en résumé les critères physiologiques comportementaux de l'alternance veille-sommeil. Donc nous allons maintenant parcourir les différentes stades de sommeil. Donc le sommeil commence par ce qu'on appelle l'endormissement. C'est une période qui précède le stade N1 du sommeil. Le sommeil non-REM, c'est-à-dire le sommeil lent, est divisé en trois stades, N1, N2, N3. Donc, dans l'endormissement, cette phase-là, elle va se caractériser par, au niveau modification comportementale, une lourdeur avec abaissement des paupières, une incapacité à voir et à entendre ou percevoir les choses d'une manière rationnelle ou logique, et il n'y a plus de contrôle du cerveau et on ne va pas répondre de façon logique et adéquate. Le moment du réveil est également un processus graduel semblable au moment de l'endormissement. Selon les critères physiologiques, le sommeil est divisé, comme j'ai dit, en deux états indépendants. Donc, une fois qu'on est entré dans le sommeil, donc on a le sommeil non-REM et le sommeil REM. Le sommeil non-REM est divisé en trois étapes, principalement sur la base des critères de l'EEG. Le non-REM et le sommeil paradoxal alternent avec chaque cycle. Donc, il y a des cycles non-REM, REM, non-REM, non-REM, et chaque cycle dure environ 90 à 120 minutes. Et généralement, dans une nuit de sommeil, on a 4 à 6 cycles qui sont notés. Généralement, les deux premiers cycles sont dominés par le sommeil à ondes lent, c'est-à-dire le stade N3, donc, qui contient les ondes delta, mais dans les cycles plus tard, ces étapes vont se rétrécir, vont être réduites et sont notées seulement brièvement et parfois pas du tout à la fin de nuit. À l'inverse, la durée du sommeil paradoxal augmente dès le début du dernier cycle et vers la fin de nuit, le plus long cycle de REM peut durer jusqu'à 1 heure. Et ça, on le constate parce que on se rappelle souvent des rêves de fin de nuit plutôt que les rêves de début de nuit. Donc ce tableau-là, on vous résume les données physiologiques différentes stades, qu'on va voir encore plus lorsqu'on va scorer les stades de sommeil. Donc dans l'état de veille, donc vous avez au niveau de G plus de 50% d'une époque, donc généralement le tracé on le divise en époque de 30 secondes, et donc dans une époque on aura plus de 50% qui est inondé par le rythme alpha. Souvent ce rythme alpha il est prédominant de manière plus importante sur la région occipitale. Et on parle souvent de rythme dominant postérieur. Dans l'électroéncéphalogramme, on note surtout des mouvements oculaires
rapides au cours de l'éveil qui peuvent mimer le mouvement oculaire rapide du sommeil paradoxal. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on aura un clignement qui peut être présent des yeux et qui va différencier le clignement il va différencier du sommeil paradoxal. Au niveau de l'EMG, on aura un tonus musculaire qui est élevé et dans cette période-là, les processus physiologiques d'enregistrement de la mémoire continuent et on a un contrôle volontaire de la respiration. Et donc, dans le stade de N1, le stade de N1 est caractérisé par une atténuation du rythme dominant postérieur avec les ondes alpha qui occupent moins de 50% de l'époque. Ils seront remplacés par une activité de faible amplitude faite de fréquences plus θ que alpha. Cette fréquence θ, c'est des ondes qui sont comprises entre 4,5 Hz et 8 Hz. Et en plus, on va noter certains éléments caractéristiques du stade N1, ce sont ce qu'on appelle les points de vertex. Donc ce stade N1 va se poursuivre jusqu'au début du stade N2 ou bien jusqu'à un éveil. Et donc, au niveau de l'électroencéphalogramme, vous aurez ce qu'on appelle des mouvements oculaires longs, c'est des ondes longues, très lentes, au niveau du tracé. Au niveau du EMG, c'est très variable, et généralement une réduction du tonus musculaire. Et au niveau physiologique, ce stade-là, il se caractérise par certains comportements automatiques qui peuvent se produire. Et bien sûr, les processus cognitifs se trouvent atténués, donc avec la respiration qui a tendance à devenir périodique. Le stade N2, au niveau de l'EEG, va se caractériser toujours par une fréquence mixte de faible amplitude, et en plus vous aurez certains éléments caractéristiques du stade N2, ce qu'on appelle les spindles ou les fuseaux et les complexes K. Ce stade N2 va persister jusqu'au passage soit au stade N3, soit jusqu'au stade REM, soit jusqu'au passage vers un éveil. Au niveau de l'électrooculagramme, il n'y a pas de mouvement oculaire à ce stade, mais on peut de temps en temps voir des mouvements oculaires longs. Au niveau de l'EMG, l'amplitude est variable, mais généralement, il est inférieur au stade d'éveil, mais supérieur au sommeil, au tonus, au cours du sommeil paradoxal. Au niveau physiologique, il n'y a pas de processus de mémoire au cours du stade N2, donc on ne peut pas acquérir de nouvelles données. Il y a une baisse nette de l'excitation au stimuli et une réponse plus faible au niveau respiratoire, au CO2 et une faible réponse à l'oxygène. Et donc, il y a une diminution du contrôle ventilatoire. Le stade N3, c'est un stade, c'est le vrai stade du sommeil lent. Et c'est là où vous aurez une désynchronisation de l'électroencéphalogramme. Il est caractérisé par une prédominance nette d'une activité lente faite des ondes delta. C'est quoi les ondes delta? Ce sont des ondes dont la fréquence varie entre 0,5 Hz maximum jusqu'à 2 Hz, qui sont très amples, avec une amplitude qui dépasse 75 microvolts et qui occupent au moins 20% de l'époque. Bien sûr, il y avait dans l'ancienne classification le stade N4, on parle de stade N4 lorsque ces ondes-là occupent plus de 50% de l'époque. Les fusions, on peut les avoir de temps en temps, et ce stade N3 va persister aussi jusqu'au passage à un autre stade, soit N2, soit R, c'est-à-dire le REM, soit vers un éveil. Au niveau de l'électroencéphalogramme, dans ce stade-là, on n'a pas de mouvement oculaire et l'EMG, l'amplitude est variable. Généralement, il est inférieur au stade N2 et il peut être même aussi bas que le REM. Au niveau physiologique, toujours pas de processus de mémoire, une baisse nette de l'excitation au stimuli, la réponse toujours faible au CO2 et à l'oxygène, mais la respiration ici devient très stable. C'est pourquoi on va voir par la suite que vous aurez moins d'événements apnéiques au cours de ce stade-là.
dans le REM, c'est-à-dire le sommeil paradoxal. Donc on a vu les différents stades du sommeil non-REM, NREM, donc 1, N1, N2, N3. Maintenant le stade REM, c'est le sommeil des rapid eye movements, c'est-à-dire le sommeil des mouvements oculaires rapides, le sommeil paradoxal. Toujours, vous aurez une fréquence mixte, faible amplitude. Ça peut ressembler un peu au stade N2, mais dans le stade N2, on a des complexes K, on a des spindles. Ça peut ressembler aussi au stade N1. Mais ce qui est caractéristique ici, c'est que vous aurez de temps en temps certains éléments, grapho-éléments. C'est un aspect particulier au niveau du tracé, tel que les ondes ont dans dessus. C'est pas constant, mais si on les note, les caractéristiques, ce stade REM va persister jusqu'au passage à l'un des stades N1, soit N2, soit on peut avoir le N2 avec des complexes K, mais sans mouvement oculaire rapide, ou bien on va passer au stade de l'éveil. Donc le geste qui est caractéristique de ce stade et ce qui donne le nom à ce stade-là, c'est le mouvement oculaire rapide. On va les voir par la suite au cours du scoring du sommeil. Le tonus musculaire ici est le plus bas au niveau de l'EMG et c'est un élément très important pour définir le REM. C'est le stade où il y a le tonus musculaire le plus bas. Au niveau physiologique, les réponses est similaire aux stimuli dans le sommeil léger. Donc on a un peu plus tendance à répondre aux stimuli au cours du REM. Et la respiration ici est très irrégulière, avec une réponse très faible au CO2 et à l'oxygène, ce qui explique que ce stade-là, au cours de ce stade-là, vous aurez plus de perturbations au niveau des événements apnéiques au cours du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc là, on a vu un aperçu des différents stades du sommeil et leurs caractéristiques physiologiques. Nous allons passer maintenant à voir un peu l'architecture globale du sommeil au cours d'une nuit du sommeil. Vous voyez ici, on a ici 8 heures de sommeil. Au cours de ces 8 heures-là, tout ce qui est en rouge ou en marron, si on veut dire, donc là vous aurez, c'est du sommeil lent. Tout ce qui est en bleu ici, c'est le sommeil paradoxal. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici les différents stades, le stade N1, le stade N2, le stade... Ça, on veut dire, c'est plutôt l'endormissement, le N1, le N1, le N2, le N3, et on a ici le stade N4, c'est-à-dire qui n'est plus utilisé que dans la classe la scoring, mais c'est très important de le connaître parce que il y a une petite différence physiologique entre le N4 et le N3 pour la stabilité particulièrement pour la stabilité de la respiration. Donc, si vous remarquez ici, au niveau d'un premier cycle du sommeil, vous remarquez que la période du sommeil lent occupe pratiquement 100 minutes, alors que le sommeil REM n'occupe que 5 minutes. Dans le deuxième cycle, cette durée du sommeil lent est réduite de 20 minutes, 80 minutes ici par exemple, et le sommeil REM est de 10 minutes. Donc, un cycle, 2 cycles, 3 cycles, et puis, quatrième cycle, vous voyez que dans le cinquième cycle, il n'y a pratiquement plus du sommeil lent profond. Donc, dans le troisième, le quatrième et cinquième cycle, il n'y a plus de sommeil N3 ou N4, et on a une prédominance du REM. Et ici, dans le dernier cycle, on a pratiquement que du REM. Ce qui explique que, à la fin du sommeil, vous aurez plus de rappels de vos rêves. Donc ça, c'est globalement l'architecture du sommeil, donc qui est faite de cette périodicité, cette cyclicité avec les cycles sommeil lent, sommeil paradoxal, avec une tendance à la prolongation de la durée de sommeil paradoxal à la fin du sommeil, une réduction du sommeil lent profond. Donc globalement, on va remarquer que dans une nuit de sommeil, vous aurez 80% de sommeil lent et 20%
de sommeil paradoxal. Dans leur critère de 1968, Rechtschaffen et Kals, c'est ce qu'on appelle RK en abréviation, ont divisé le sommeil non-REM comme j'ai dit, en 4 stades au lieu de 3 stades qu'on utilise actuellement. Et donc en 2007, cette mise en scène a été légèrement modifiée par l'American Academy of Sleep Medicine. Donc il faut se rappeler toujours de cette abréviation AASM, parce que ça constitue la base du scoring du tracé de sommeil. Et le non-REM est maintenant divisé en 3 étapes, N1, N2 et N3. Donc, dans ce graphique-là, vous voyez un peu la répartition des différents stades. Vous constatez que dans une nuit de sommeil, l'éveil constitue uniquement 5%, puis vous avez le N1 occupe 5% du sommeil, le N2, généralement entre 45 et 50% jusqu'à 55% du sommeil, le N3 entre 15% et 20% du sommeil, et le sommeil paradoxal entre 20 et 25% du sommeil. Donc là, dans ce tableau, on voit le résumé. Donc le non-REM occupe, comme j'ai dit, 75 à 80% du sommeil. Le N2, N1, 3 à 8%. Le N2, 45 à 55%. Le N3, 13 à 23%. Donc c'est entre 15 et 25%, pour un peu simplifier. Le REM, qui occupe 20 à 25%. Et ce qui est élément caractéristique du REM, c'est que vous avez 2 phases dans le REM, ce qu'on appelle l'activité tonique, qui est élucidée essentiellement par cette atonie musculaire. Et donc dans le REM, on doit avoir une atonie musculaire qui continue. Et puis vous avez une activité phasique, c'est-à-dire de temps en temps, vous aurez une activité musculaire très courte, de très courte durée, et qu'on appelle l'activité physique, et qui est généralement concomitante au mouvement oculaire rapide, mais de très courte durée, ce qu'on appelle les twitch au niveau du tracé de l'EMG. Cette activité physique, elle est intermittente. L'activité phasique plutôt, elle est intermittente. Donc globalement, on va parler dans l'architecture du sommeil de ce qu'on appelle macrostructure du sommeil et de la microstructure du sommeil. Dans la macrostructure du sommeil, le sleep macrostructures, donc dans cette macrostructure, lorsqu'on prononce ce terme-là, ça veut dire qu'on va parler de stade, on va parler de cycle, on va parler de latence d'endormissement, on va parler d'efficacité du sommeil. C'est quoi l'efficacité du sommeil? C'est le ratio du temps total du sommeil sur la durée totale passée au lit en pourcentage. Et puis vous avez les éveils après endormissement, ce qu'on appelle les oiseaux, c'est ce qu'on appelle aussi l'éveil intrasommeil, c'est ce qu'on appelle aussi, il y inclut parfois les éveils, ces éveils, les micro-éveils, mais prolongés, c'est-à-dire qu'ils dépassent 15 secondes. La microstructure, ça c'est plus fin, c'est plutôt les micro-EV. Généralement, on va compter ça et on va scorer et on va compter ça. C'est ce qu'on appelle l'index des micro-EV. Et donc ces micro-EV, il y a des micro-EV physiologiques. Donc chacun de nous fait des micro-EV, mais à un certain degré, vous aurez un index de micro-EV qui va devenir pathologique. Il y a d'autres éléments tels que le cyclic alternating pattern, ce qu'on appelle les CAP, et ça c'est un peu plus poussé. Ce sont des éléments qui vont définir l'instabilité du sommeil, mais on ne les utilise pas en pratique. Ce qu'on va utiliser surtout, c'est les micro-éveils. Et puis, les spindles, les fuseaux, ça entre aussi dans la microstructure du sommeil. Et les complexes K, c'est ce qu'on appelle, ces éléments-là, le fuseau, les complexes K, ce qu'on appelle des grapho-éléments, et qui vont permettre de définir le stade, par exemple ici, le stade N2.
Nous allons voir maintenant un peu d'ontogénèse, c'est-à-dire comment évolue le sommeil au cours des différentes périodes de vie. Donc, nous allons commencer par les nouveau-nés. Les nouveau-nés ont un mode de sommeil qui est polyphasique. Et donc, vous le constatez que les nouveau-nés dorment presque toute la journée, 16 heures de sommeil par jour. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, cette période de sommeil va diminuer. Et donc, à l'âge de 3 à 5 ans, le besoin va diminuer à 10 heures par jour. Chez les enfants d'âge préscolaire, vous aurez un sommeil biphasique, généralement vous aurez 2 périodes de sommeil. Chez les adultes, on va assister à l'installation du sommeil monophasique, une seule période de sommeil caractéristique avec une durée moyenne qui varie entre 7,5 à 8 heures par nuit. Mais on va assister, lorsque on va passer à la vieillesse, à un nouveau profil biphasique du sommeil, avec tendance à dormir 2 fois par journée, au cours de la journée. Donc le nouveau-né passe environ 50% du temps en sommeil paradoxal, mais à l'âge de 6 ans, ce temps va diminuer pour rejoindre le mode adulte. Et on a vu que dans le mode adulte, vous aurez un pourcentage de sommeil paradoxal qui est aux alentours de 25%. Le nouveau-né va immédiatement s'endormir dans le sommeil paradoxal. On l'appelle aussi chez les enfants le sommeil actif. Et au cours de ce sommeil, il va présenter des mouvements agités au niveau des bras, des jambes et des muscles du visage. À l'âge de 3 mois, on va assister en mode cyclique non-REM, REM, tel que ça existe chez le sujet adulte, mais avec toujours une durée de sommeil paradoxal qui est prédominante. Et généralement, la durée du cycle non-REM ici, il est plus courte chez les nourrissons, avec des cycles qui durent 45 à 50 minutes. On a vu que chez l'adulte, c'est entre 90 et 120 minutes. À l'âge de 5 à 10 ans, la durée du cycle est de 60 à 70 minutes et le schéma cyclique du sujet adulte n'est atteint que vers l'âge de 10 ans. Les sleep spindles vont commencer à apparaître à l'âge de 3 mois environ, mais les complexes cas vont apparaître vers l'âge de 6 mois. Pour le sujet âgé, vous aurez une atténuation progressive de l'amplitude des ondes lentes. Ce pourcentage d'ondes va diminuer. Et vous aurez plus de réveils répétés tout au long de la nuit, y compris des réveils tôt le matin. Le pourcentage de sommeil paradoxal reste relativement constant. La durée totale du temps de sommeil dans les 24 heures n'est pas différente de celle des sujets jeunes, adultes. Les personnes âgées font souvent des siestes pendant la journée pour essayer de compenser le sommeil de nuit. Vous voyez dans ce graphique-là l'évolution des différents stades de sommeil et leur part au cours de l'âge. Et vous remarquez ici, ça c'est à la conception, ça c'est la naissance. On pense que avant la conception, il n'y a que du REM chez le fœtus avant naissance, et puis après, dès la naissance, c'est le REM qui occupe une grande part du sommeil, et progressivement, le REM va se réduire pour atteindre vers ici pratiquement 10 ans, la part, on parle de 25%, et être remplacé par le non-REM. Et puis, chez le sujet âgé, on a tendance plus à dormir. Internet pour le moment. C'est le sujet adulte, vous aurez plus de sujet âgé, on aura plus tendance à être éveillé que c'est le sujet
adulte normal. Vous voyez ici la progression dans le temps, avec tendance à la réduction progressive du sommeil REM et augmentation progressive du sommeil lent. Et c'est à partir, pratiquement ici, vous remarquez, que à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, on pratiquement une stabilité de la part du sommeil REM. Donc un autre graphique qui montre pratiquement la même chose avec la chute du REM et l'augmentation de la part du N3 vers chez le sujet adulte. Mais globalement, la durée du sommeil va se raccourcir chez le sujet âgé, aussi bien REM que non REM par rapport à l'adulte jeune. Donc on a vu l'ontogénèse, c'est-à-dire l'évolution dans le temps avec l'âge des caractéristiques du sommeil. Maintenant, on va voir un peu ce qu'on appelle le chronotype du sommeil, ou ce qui caractérise un peu les habitudes du sommeil de chaque individu. Donc globalement, on ne va pas entrer dans le détail, mais globalement, selon les habitudes de sommeil, on va individualiser deux groupes d'individus, ceux du soir et ceux du matin. Donc les individus de soir, c'est ce qu'on appelle les hiboux, donc ça fait allusion au comportement du hibou. Donc ces individus de soir ont du mal à se lever tôt et se sentent fatigués le matin, et toutefois ils se sentent frais et énergiques vers la fin de la journée, avec une meilleure performance au cours de la soirée, et ils vont avoir tendance à dormir tard et à se réveiller tard. Les types du matin, ce qu'on appelle les alouettes, qui se réveillent aussi tôt, les alouettes, donc ils se lèvent tôt, reposés, rafraîchis, et travaillent efficacement dans la matinée. Par contre, à la fin du journée, ils vont se sentir très fatigués, et ils vont, parce qu'ils ont besoin de dormir tôt. La température du corps atteint le pic la soirée, 1 heure plus tôt dans les types du matin que dans les types de soirée. Donc, ce qu'on appelle les morning evening tips sont probablement déterminés par des facteurs génétiques. On ne va pas entrer dans le détail pour cette donnée-là. Quels sont les besoins en quantité de sommeil? Ces besoins-là sont définis comme la quantité optimale de sommeil nécessaire pour rester en état de vigilance et pleinement éveillé et fonctionner correctement tout au long de la journée. Et donc, cette donnée-là fait qu'on peut avoir des variations en besoin de sommeil entre les individus. Mais globalement, 80% des gens, des adultes, ont besoin d'environ 7,5 à 8 heures pour fonctionner correctement, et avec une différence en fonction des environnements et même aussi différences culturelles. Donc ces besoins en sommeil seraient déterminés par l'hérédité plutôt que par des traits de personnalité différents ou d'autres facteurs psychologiques. Donc, comme on a dit, les facteurs socio-biologiques peuvent également jouer un rôle. Et globalement, donc, les différentes études montrent qu'il y a une réduction de la durée totale du sommeil au cours du XXe siècle. En 1992, Willwise et ses collègues ont mené des études chez les adultes en bonne santé âgés de 50 à 65 ans et ont montré une réduction d'environ 1 heure de sommeil entre 1959 et 1980 dans les différentes enquêtes. Un sondage qui a été réalisé par la Fondation nationale du sommeil américaine en 2000, 2001 et 2002 a indiqué que la durée moyenne de sommeil pour les Américains a chuté à 6,9 à 7 heures par nuit. Et dans tous les domaines de
travail, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la durée du sommeil a diminué de 1,5 à 2 heures, ce qui fait dire qu'il y a pratiquement une épidémie de privation de sommeil, et la plupart des gens, en réalité, dans le monde, surtout dans les États américaines, dorment seulement 5 à 6 heures par nuit. Et donc, la société moderne semble être chroniquement privée de sommeil. Les données montrent une perte progressive de la vigilance, qui est corrélée au manque de sommeil. Donc, perte progressive de la vigilance, c'est-à-dire une tendance à la somnolence diurne excessive. Et cette tendance à la somnolence diurne excessive va confirmer les conséquences qui peuvent être graves sur la privation de sommeil chronique. Donc, la figure suivante va montrer les résultats d'un test psychomoteur de vigilance. Ce test psychomoteur permet de tester la vigilance en fonction de la durée de sommeil quotidienne. Et dans ce test psychomoteur de vigilance, qu'on appelle le PFVT, donc ce score-là, dans ce test-là, on a montré qu'il y a chute de la performance individuelle lorsque le sommeil diminue de moins de 8 heures et diminue à moins de 8 heures, et surtout lorsque la durée de sommeil chute à 7 heures. Donc, nous allons voir ce tracé. Donc, vous voyez ici, en abscisse, la durée, le nombre de nuits de restriction de sommeil, et en ordonnée, les erreurs que va faire l'individu, le nombre d'erreurs que faire l'individu en fonction de la privation de sommeil. Et tant qu'il fait beaucoup d'erreurs dans le test psychomoteur, on va parler de mauvaise performance. Donc, mauvaise performance, c'est un nombre d'erreurs qui est élevé. Et donc, vous remarquez ici, lorsqu'on fait 8 heures de sommeil au cours de plusieurs nuits, donc nos performances restent relativement conservées. Mais par contre, lorsqu'on va passer à 6 heures de sommeil, vous remarquez que notre performance va nettement diminuer par rapport aux gens qui passent plusieurs nuits en durée de sommeil correcte. Et cette diminution de la performance va s'aggraver lorsqu'on va passer uniquement 4 heures de sommeil, 15 jours de suite. Donc, il y a bien une relation pratiquement linéaire entre la restriction de sommeil et la chute de nos performances. Nous allons passer maintenant à un autre problème qui est le problème des rêves. Donc, vous savez que les rêves, c'est quelque chose de caractéristique du sommeil. Et Freud a appelé les rêves la voie royale de l'inconscient. Et ces rêves-là, ils représentent les sentiments qui sont psychologiquement supprimés dans l'inconscient pour Freud. Les scientifiques modernes, donc dans une analyse plus objective, cependant vont interpréter les rêves en termes soit anatomiques, soit physiologiques. Et la recherche de rêves a pris une nouvelle direction depuis qu'on a découvert le sommeil paradoxal. Donc ce sommeil paradoxal qui était observé pour la première fois par Azelinski et Kleitman en 1953. Et on estime que environ 80% des rêves se produisent durant le sommeil paradoxal. Mais il faut dire qu'on fait aussi des rêves au cours du sommeil non-REM, donc 20% du sommeil non-REM, 20% des rêves existent dans le sommeil lent. Et les rêves du sommeil paradoxal se caractérisent par des rêves qui sont généralement très émotionnellement chargés et complexes, bizarres, tandis que les rêves du sommeil non-REM sont plutôt réalistes et plus rationnels. Les gens sont généralement orientés quand ils sont éveillés en sommeil paradoxal, mais généralement ils sont désorientés ou confus lorsque l'éveil se fait en sommeil non-REM. Donc il est plus facile aussi de se rappeler des rêves du REM que celles du non-REM,
est plus facile de se rappeler des rêves si le sujet se réveille immédiatement après les rêves de REM. Donc, globalement, on a l'impression que l'organisation du rêve, il est plus que le rêve du REM permet de débarrasser l'organisme de certains éléments dont on n'a pas besoin au cours dans nos mémoires au cours de la journée. Ok, le mécanisme des rêves, globalement, donc, parce qu'il reste toujours beaucoup d'incertitudes concernant ce domaine-là. Pendant le sommeil paradoxal, les neurones, les synapses et les fibres qui relient ces cellules deviennent tout d'abord activées dans le tronc cérébral, puis les signaux sont transmis à l'hémisphère cérébral qui va synthétiser les signaux et va créer de manière élaborée des scènes. Généralement, les scènes du REM sont des scènes colorées et avec des couleurs naturelles. Mais parfois, on peut avoir aussi des images en noir et blanc au cours de nos rêves. Quelle est la signification neurobiologique de rêve? Ça demeure quand même inconnu, mais il y a quand même quelques suggestions. Ces suggestions incluent un mécanisme d'activation des réseaux des neurones dans le cerveau et avec une restructuration et une réinterprétation des données stockées dans la mémoire dans le sens d'une suppression des informations inutiles. Il existe des troubles de comportement qui peuvent être associés au rêve. C'est ce qui constitue les parasomnies du REM. Et on les appelle aussi les troubles du comportement du REM.